Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session consacrée à l'inner source et l'agilité à l'échelle. Je m'appelle Thierry Cavrel, je suis coach agile chez Renault Digital et j'ai le plaisir d'accueillir Thomas. Bonjour, je m'appelle Thomas Froment, je suis community manager chez Thales. Merci. Alors, un grand merci à nos sponsors, car sans eux, point de manifestation Agile en scène. Et également à nos partenaires qui nous facilitent la vie au quotidien pour cette troisième édition d'Agile en scène. Thomas, je te propose de commencer cette session consacrée à l'inner source et l'agilité à l'échelle par une petite vidéo. Est-ce que ça te va? Ok. Every day, there are millions of futures waiting to be built. Each one starts with a spark, a moment of inspiration, slowly growing brighter over time. Come on. Hey, Cleo, we're gonna be late for the party. 1 minute. But when we share our ideas and work together to solve common challenges, something amazing happens. Something that sparks others to create new applications, Sorprendente. new ideas, फिक्र ना करें, आपका बेटा ठीक हो जाएगा. new innovations we can only begin to imagine. Solving real problems larger than ourselves. Building the future together. Thomas, que faut-il retenir de cette vidéo? Bon, pour moi, cette vidéo, elle illustre un exemple de partage et de collaboration entre développeurs, des personnes qui se connaissent pas forcément, éloignées les unes des autres, mais animées par la même envie de contribuer finalement et d'apporter leur pierre à l'édifice afin de rendre les choses possibles. Alors, bien sûr, bon, cette vidéo, elle enjolive un peu le tableau, mais dans la réalité, dans ma réalité, c'est exactement la même chose. Dans ta réalité, de quelle réalité parles-tu? Alors, je travaille chez Thales, donc en tant que community manager de l'initiative Inner Source. J'ai été coach agile jusqu'en 2016 et depuis janvier 2017, je suis à plein temps sur l'Inner Source. Avant de devenir coach, j'ai fait de l'agile en tant que développeur, puis architecte. Et plus récemment, j'ai accompagné des organisations Thales afin de déployer de l'agilité à l'échelle. Et en fait, je me suis heurté à une quantité de problèmes et de difficultés. Alors, bon, depuis que je me suis lancé avec l'Inner Source, j'ai le sentiment que les choses changent en profondeur et puis le sentiment d'avoir enfin, quelque part, réussi à faire de l'agilité à l'échelle grâce à l'Inner Source. Eh bien, dis donc, vaste débat. Ce que je te propose, c'est de nous expliquer ce que tu entends par inner source. Et moi, de mon côté, je te partagerai ma compréhension de l'agilité à l'échelle et des difficultés habituellement rencontrées. Et par la suite, on verra ensemble comment les deux peuvent se combiner pour en tirer le meilleur, si tu es d'accord. C'est bon pour toi? C'est bon. Alors, l'inner source, Donc, c'est quoi au juste? pour faire simple, l'inner source, c'est de l'open source, mais dans le contexte de l'entreprise. Donc, sous-entendu, uniquement à l'intérieur de la société. Rien ne sort de l'entreprise. Rien n'est partagé à l'extérieur. Et de l'open source, on va retrouver des bonnes pratiques,
mais par et pour l'organisation. Alors, le terme inner source, il a été proposé par Tim O'Reilly dès 2000, un an avant le manifeste agile. Et que l'on parle d'open ou d'inner source, dans les deux cas, on partage la même logique, les mêmes valeurs, et je dirais les mêmes pratiques, les mêmes principes. Alors à ce propos, pour celles et ceux que ça intéresse, qui veulent comprendre l'origine de ce mouvement, je les invite à se plonger dans la lecture de l'essai d'Éric Raymond, La cathédrale et le bazar. C'est paru en 1999. C'est vraiment un bon point de départ pour comprendre l'état d'esprit des pionniers de l'open source et donc de l'inner source. Alors, une petite question. Pourquoi une entreprise ou un groupe comme Thales se lance dans l'inner source? Alors, Thales, comme d'autres sociétés françaises ou internationales, je pense à Bosch, Ericsson et bien sûr PayPal, qui fait partie des premiers à s'être lancés, toutes ces sociétés ont établi le même constat. Les logiciels open source sont en général de très bonne qualité, pas tous bien sûr, mais une grande majorité. Ils ne coûtent pas cher à développer et les développeurs travaillent efficacement et la plupart du temps sans se rencontrer, localisés aux quatre coins du monde. Donc, je te demande, mais qui dans son entreprise n'aimerait pas faire le même constat sur ses propres logiciels? Donc, chacun d'entre nous a entendu parler de logiciels open source. Nous en utilisons tous au quotidien, parfois même sans le savoir d'ailleurs. Linux, Apache, Eclipse, Firefox, Docker, etc. Il y en a un qui s'appelle Capella, Capella dont Thales est à l'origine. Oui. Et l'histoire de Capella, elle est intéressante à plus d'un titre. À l'origine, il s'agissait d'un outil de modélisation système développé par Thales en interne. Et ce type d'outil n'est bien entendu pas la finalité de Thales. Et donc, il s'est posé la question d'en assurer la pérennité, son développement, sa maintenance. Bon. La décision a été prise en 2015 de rendre l'outil ouvert en le mettant à disposition en open source. Et ce qui s'est passé, c'est que 5 ans plus tard, Capella est devenu concrètement le leader mondial dans son domaine. Il est aujourd'hui utilisé par plus de 200 sociétés dans l'avionique, l'aéronautique, le nucléaire, partout. La communauté de développeurs s'est étoffée, évidemment, et ce qui est impressionnant, c'est que la qualité du code s'est améliorée. C'est vraiment un bingo. Donc, l'inner source pour Thales, c'est quoi? Finalement, c'est de reproduire l'expérience de Capella, mais en interne. En d'autres termes, partager du code applicatif développé au départ, peut-être dans un coin de l'entreprise, mais pour le rendre réutilisable par le plus grand nombre. Alors, ça signifie en premier lieu d'accepter l'idée que d'autres personnes s'approprient le code pour l'enrichir et l'améliorer. Et ça, ce n'est pas le point le plus facile à résoudre. Alors, si je reformule, si je résume ce que tu viens de me dire, l'inner source, c'est partager du code projet dans toute l'entreprise. En l'occurrence, Thales, sous-entendu, je pourrais aussi le faire chez Renault. On peut dire ça, même si c'est un petit peu simplifié. D'accord. Donc, j'en déduis que chacun peut faire l'inner source dans sa société. Il suffit pour cela de reproduire les mécanismes appliqués à l'open source, en clair. Alors, oui, l'inner source, tout comme l'open source, repose sur 3 principes. Transparence, ouverture, méritocratie. Alors, toi qui as connu Thales par le passé, je crois que tu peux imaginer ce que ça signifie en termes de challenge pour une entreprise comme la mienne, où la culture du secret est très développée. Et d'ailleurs, pour des bonnes raisons, puisque nos clients travaillent souvent sur des projets sensibles, voire hautement confidentiels. Effectivement, voire très, très secret. On n'a pas le droit d'en parler, bien sûr. Mais tu as mentionné l'ouverture, la transparence, la méritocratie. En clair, qu'est-ce que ça signifie? Alors, je vais repartir de l'exemple de Capella que je viens de citer. Quand Thales était propriétaire, entre guillemets, de l'outil, le développement était confié à un service. L'outil était utilisé par d'autres entités, mais sans pouvoir accéder au code, bien entendu. Lorsqu'un utilisateur souhaitait une évolution de l'outil, la demande remontait par des canaux classiques de communication interne pour être centralisée au niveau du service en charge de Capella. Le traitement de ces demandes était priorisé selon des critères spécifiques, le demandeur, la pertinence, la faisabilité, le coût, etc., etc.
Alors très souvent, ce type de gestion frustre à la fois les utilisateurs qui sont impatients de recevoir les évolutions, mais aussi l'équipe de développement elle-même qui ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Bon, c'est très classique en somme. Oui, et alors passer dans une logique inner source, ça signifie donner accès au code aux autres acteurs de l'entreprise grâce à une plateforme comme GitLab, GitHub ou autre, et c'est être transparent, et totalement transparent, et à la fois sur ce qui doit être fait, mais également sur le quand et le pourquoi. Alors ça signifie pour ça de s'appuyer sur une communauté d'acteurs qui vont être motivés, qui s'entraident, qui collaborent efficacement, donc qui in fine obtiennent de la reconnaissance, y compris par les ressources humaines de l'entreprise, hein, grâce au fait qu'ils ont été identifiés comme les meilleurs par leurs pairs. Alors ça, c'est un résumé très succinct de ce que j'entends par ouverture, transparence et méritocratie. Ok, donc si je résume, ce qui motive un groupe comme Thales, c'est la qualité bien sûr, mais également, ou voire peut-être surtout, la réutilisation et donc l'efficacité. Oui, et aussi la sérendipité. La sérendipité quoi? La sérendipité. Alors, littéralement, c'est le fait de trouver ce que tu ne cherches pas. En fait, c'est le principe un peu de la navigation sur le web, hein. À force de clics successifs, tu finis par trouver des informations qui te sont utiles, mais sans savoir auparavant qu'elles existaient, en fait, peut-être. Alors, si on se replace dans notre contexte de Inner Source Thales, hein, c'est d'offrir la possibilité aux équipes de développement de trouver, par un heureux hasard, du code source qui répond directement à leurs besoins sans avoir à le développer par eux-mêmes. Alors, au-delà de ça, en fait, c'est une source d'innovation, hein, des nouvelles opportunités de collaboration, multi-équipes, multi-entités qui vont peut-être se créer. Bon, en fait, évidemment, ce n'est pas complètement par hasard. C'est l'ouverture et la transparence qui sont à l'origine de ce hasard qui est quelque part provoqué, en fait. Provoqué ou organisé, en quelque sorte. Comment on s'y prend? Comment vous y êtes pris pour se lancer dans l'inner source? Alors, quand on a démarré en 2017, nous avons analysé le retour d'expérience de nombreuses sociétés, hein, qui s'étaient lancées dans des démarches similaires. Alors, ça concerne aussi bien des grandes structures que des plus petites, dans des domaines très variés, hein, comme on peut voir là, sur le slide, du secteur automobile au secteur bancaire, en passant par la high-tech, le logiciel, etc. Toutes ces sociétés, elles s'accordent sur un point, il y a quasiment un consensus sur le sujet. L'erreur à ne pas commettre, c'est de se contenter de déployer un nouvel outil. Alors, un outil collaboratif, aussi bien fait soit-il, hein, il ne se suffit pas lui-même. Donc, c'est pour ça qu'en fait, nous, on a pris en compte dès le premier jour, je dirais, outre les outils, des aspects légaux et ce que j'appellerais le facteur humain. Lego, tu fais référence au juridique? Oui, sur le légal, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des licences, hein, qui nous permettent de démarrer une collaboration multi-équipe presque du jour au lendemain. Alors, on a contribué on a travaillé avec le département juridique de Thales pour proposer différents modèles de licences qui sont adaptés à différents modèles de collaboration prédéfinis. En fait, c'est capital, hein, de l'avoir dès le début de la démarche, hein, que des règles soient claires et qu'elles définissent les droits et les devoirs de ceux qui vont partager, mais aussi de ceux qui vont réutiliser, voire éventuellement contribuer. Alors, en résumé, c'est partager mon code, oui, mais à mes conditions. Et d'ailleurs, au passage, c'est une des raisons qui a permis l'essor de l'open source. Quand tu parles de licence, tu fais par exemple référence à la licence GNU, par exemple, c'est pour illustrer? Oui, c'est ça. Dans le monde open source, c'est la licence GNU, les licences Apache, hein, enfin, toute une palette ont été. En fait, c'est le cadre juridique pour de la collaboration ouverte. Alors, tu as cité un deuxième point, tu as évoqué le facteur humain. Oui, alors, comme pour le légal, comme j'ai dit, hein, il y a des droits et des devoirs au niveau de chacun dans la communauté inner source. Bon, ceux-ci sont décrits au travers d'une charte, hein, que nous avons rédigée. Alors, encore une fois, on s'est inspiré, on n'a pas inventé complètement, on s'est inspiré des modèles des fondations open source. Dans notre cas, elle s'applique à tous les acteurs des projets. Alors, dans les grandes lignes, cette charte, elle décrit des rôles clés, les différentes instances de gouvernance que nous appelons des boards,
et puis des processus clés et aussi un code de conduite. Alors, c'est à la communauté de faire évoluer et d'améliorer cette charte en continu. Alors, le facteur humain, il est bien entendu déterminant dans une démarche inner source, et pour que ça fonctionne, il faut un cadre. Et à la différence d'une organisation classique, je dirais, le cadre est défini par les acteurs, pour les acteurs eux-mêmes. En quelque sorte, c'est une forme d'auto-organisation et d'autogestion. On commence à se rapprocher d'un des principes de l'agilité, non? Ça commence à me parler, effectivement. Alors, à ceci près qu'en Agile, on parle d'auto-organisation au niveau d'une équipe, pas forcément au niveau d'une organisation. Voilà. Alors, à moins d'évoquer le cas de l'agilité à l'échelle. Alors justement, là, moi je suis preneur que tu me dises, toi, ce que tu entends par agilité à l'échelle. Alors, agilité à l'échelle et pas agilité à l'échec. D'ailleurs, c'est un petit pléonasme intéressant. Alors, le sujet, je vais donner ma vision des choses, je vais te la partager. Donc, le sujet de l'agilité à l'échelle, même si tu as fait l'inner source ces 3 ou 4 dernières années, et je pense que tu as suivi l'actualité. Donc, l'agilité à l'échelle est devenue, en quelques années, un sujet d'importance. Puisque l'agilité a démontré sa pertinence et son efficacité au niveau d'une équipe, beaucoup de gens se sont demandé, mais pourquoi ne pas généraliser ce principe à plusieurs équipes, voire à tout ou partie d'une organisation? Alors, de nombreux acteurs du monde agile se sont penchés sur la question. Donc, Dean Leffingwell, qui a proposé un modèle qui s'appelle SAFE. Craig Lerman, qui était mon mentor chez Valtech quand il a proposé le modèle LESS. Jeff Sutherland lui-même, avec Scrum at Scale, Nexus, etc. Alors, qu'entend-on par agilité à l'échelle? Alors, il y a de nombreuses définitions sur le net concernant l'agilité à l'échelle, et beaucoup de livres sur le sujet, beaucoup plus encore ces derniers temps. J'ai retenu une définition de mon éminent collègue Jean-Claude Grosjean sur son blog qualitystreet.fr. Alors, il dit la chose suivante. On parle d'agilité à l'échelle lorsque l'on évoque, je cite, plusieurs équipes agiles devant travailler ensemble au sein d'un même programme. Alors, il poursuit en disant que si tel est le cas, cela induit une complexité qu'il est nécessaire d'appréhender au travers d'un dispositif à la fois adaptatif et rigoureux. Juste ce qu'il faut, le dispositif, pour être et rester agile sur le long terme. Et je partage tout à fait sa définition. La première chose à rappeler quand on parle d'agilité à l'échelle, c'est que c'est d'abord et avant tout de l'agilité. Ça peut paraître simpliste comme ça, mais ça ne l'est pas dans la pratique. Au sens du manifeste agile publié en 2001, je parle bien sûr des 4 valeurs et des 12 principes, mais également du concept, et tu l'as évoqué, d'équipe auto-organisée, appliquant un cérémonial bien précis, comme les réunions Scrum, et des pratiques de développement, comme celles proposées par Extreme Programming, avec un backlog, etc. Bon, j'imagine que ça te parle, tu n'as pas oublié tout ça. Bien sûr. Alors, par expérience, ma toute petite expérience, c'est loin, très loin d'être trivial à mettre en place. Alors, ça prend beaucoup de temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est pas toujours forcément compatible. Ça change souvent les perceptions des acteurs, leur attitude, leur comportement. Ça peut avoir un impact sur la communication interne, la relation avec le management et la hiérarchie, etc., etc. Donc, en conclusion, c'est clairement un choc culturel avec le reste de l'entreprise. Et pour déployer de l'agilité, je vois 5 difficultés majeures. Donc, si tu es d'accord, je vais te les présenter. OK. Première difficulté, faire en sorte que tout le monde joue le jeu. Bon. L'agilité à l'échelle, c'est rechercher un alignement de l'ensemble des acteurs sur les valeurs et les principes agiles. On parle de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. On ne parle pas d'une catégorie particulière, de certains rôles et pas d'autres. Malheureusement, tant que les objectifs annuels seront individualisés, à mon sens, on court le risque, je parle bien de risque, d'un non-alignement entre les acteurs concernés pour cause d'intérêts personnels divergents. Alors, certes, on peut inclure dans ces objectifs des points collectifs, en plus des objectifs individuels. Bon, l'expérience montre que l'efficacité de la démarche n'est pas toujours évidente, loin de là. Je te donne un exemple, tu vas peut-être te faire sourire, mais qu'attend-on d'un gardien de but en football? Qu'il arrête les tirs adverses, bien sûr. En termes d'objectifs, je
te pose la question, est-ce qu'on va se contenter de mesurer son taux de réussite sur le tir ou le fait qu'il gagne des titres avec le reste de l'équipe? Ok, donc Toi, si je il y a- résume, il y a- si je résume, c'est privilégier le collectif plutôt que l'individuel. Oui, et ça veut dire un grand changement d'approche. Et là, j'invite les RH à entrer dans la danse. Deuxième difficulté, l'alignement, encore une fois, mais sur la définition et l'architecture du produit. Donc là, on n'est plus sur les acteurs, on est sur le produit lui-même. Et un manque, à mon sens, de communication au niveau de la vision produit est souvent à l'origine du dérive entre les équipes, surtout quand elles sont nombreuses. Et la même cause pourra également expliquer des solutions très complexes en termes d'architecture. Donc, investir du temps sur la vision et partager cette vision avec l'ensemble des acteurs. Ok, donc tu veux dire que faire de l'agilité à l'échelle, ça signifie aller dans le sens d'une simplification de l'organisation? On peut dire ça. On peut dire ça. Alors évidemment, ça dépendra des organisations. Hein. Si elles sont petites, moyennes, grosses, voire très grosses, le résultat sera sensiblement différent, possiblement. Troisième difficulté, le manque de collaboration entre équipes. Alors, je constate à mon niveau que les membres des équipes sont généralement enclins à apporter leur soutien à leurs collègues afin de les dépanner. Ça, il suffit de voir comment fonctionnent les équipes aujourd'hui. Il y a une volonté d'aller vers les autres. Au sein d'une équipe agile, ça se pratique le plus souvent par du pair programming, par exemple. Maintenant, le problème, c'est que lorsqu'une personne en difficulté est dans une autre organisation que la sienne, par exemple dans une autre équipe de développement, il n'est pas toujours facile de laisser son propre travail en suspens pour aller prêter main forte à cette personne, au risque quoi? Au risque de se faire reprocher par la suite de ne pas avancer sur son propre travail. Alors, celles et ceux qui doivent imputer leur temps sur des codes projets, par exemple, connaissent bien ce problème. Oui, là, on touche au travail en multi-équipe et on est au cœur du sujet dans l'Inner Source également. Tout à fait. Alors, 5, c'est prétendre continuer à faire de l'agilité quand on passe en multi-équipe. Ce qui est vrai avec une seule équipe ne l'est pas forcément dès lors que l'on passe à 5, 10, 20, voire beaucoup plus d'équipes qui doivent se synchroniser. Donc, il existe des pratiques pour cela, comme le PI planning qui est décrit dans SAFe, les trains agiles, le Scrum de Scrum. Voilà, il y a un certain nombre de manières de s'organiser qui permettent de gérer ça, de gérer cette multiplicité. On peut être aussi tenté de créer de nouveaux rôles. Voilà. Alors, je ne te cache pas que je ne suis pas fan de l'idée de créer de nouveaux rôles. Je ne suis pas opposé, forcément. Mais pour moi, ça pose problème. Prends le cas, par exemple, du rôle de product owner. Donc, tel qu'il a été imaginé par son auteur, Jeff Sutherland, au milieu des années 90, et tel qu'il est décrit dans le Scrum Guide, le product owner est, je cite, responsable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de l'équipe de développement. Il est le seul, et j'ai envie de dire le seul en majuscule, responsable de la gestion du backlog produit. Est-ce qu'il faut lui demander de gérer plusieurs équipes quand on a plusieurs? Un product owner, plusieurs équipes. Est-ce qu'il faut au contraire créer un rôle au-dessus des product owners qui permettrait de synchroniser? Alors, on a vu par le passé, et même encore, des chief product owners. Maintenant, on a des business owners dans SAFe. Mais du coup, ma question, c'est, dans ce cas, que devient le PO? Que devient sa responsabilisation, son niveau de responsabilité? Ouais, je comprends, ça me parle beaucoup, ça me fait penser d'ailleurs qu'effectivement quand on démarre un projet en Inner Source, une des premières questions qu'on se pose, la question qu'on pose aux équipes, c'est qui a l'autorité produit, qui a l'autorité technique? C'est un élément clé. Et ça fait sens, ça fait sens, je suis tout à fait d'accord avec toi. Cinquième et dernière difficulté, alors ce n'est pas qu'il n'y en a que 5, c'est que je n'ai voulu en citer que 5, on pourrait en trouver d'autres, mes collègues qui ont expérimenté l'agile à l'échelle pourraient en trouver bien plus, je pense. La dernière difficulté, pas la moindre, c'est ce que j'appellerais le choc culturel. Donc, déployer de l'agilité dans une organisation, que ce soit au niveau d'une équipe de développement, hein, ou plus largement sur plusieurs équipes, voire la totalité de l'organisation, ça revient inévitablement à introduire des changements. Alors, changement d'outils,
changement de processus, changement d'organisation, de communication. Mais c'est sans parler des changements au niveau des comportements individuels. Et en résumé, tout ce qui contribue à construire ce que l'on appelle la culture d'entreprise. Qui n'a pas entendu la personne en face de soi répondre à ces changements en disant « on a toujours fait comme ça ». Voilà. Oui, l'agilité est un changement, et a fortiori l'agilité à l'échelle en est un plus grand, bien plus grand encore. Et non, la culture d'entreprise est rarement un facilitateur pour ce déploiement. Alors, maintenant que j'ai bien assombri le tableau, je vais compter sur toi, Thomas. Est-ce que tu peux me proposer des pistes de solutions qui sont inspirées de la démarche Inner Source? Et je t'en serai infiniment reconnaissant, bien sûr. Ah, et là, tu me donnes une grande responsabilité, là. Écoute, tu n'avais qu'à pas me dire il y a quelques mois, Thierry, j'ai le sentiment d'avoir réussi l'agilité à l'échelle grâce à l'Inner Source. On est d'accord? Ok. Bon, Bon, c'est vrai. Donc, bon, bien oui, je maintiens ce que j'ai dit sur l'agilité à l'échelle et l'Inner Source, même si, évidemment, c'est loin de tout résoudre. Alors, comme je te disais tout à l'heure, pendant mes années comme développeur, bon, j'ai découvert ce qu'étaient des bonnes pratiques, hein, en particulier celles décrites dans XP, le software craftsmanship, les revues de code, le pair programming, le TDD, bien d'autres. Je les pratiquais, je les recommandais, et évidemment, je suis persuadé du bien fondé. Ouais. Par contre, au milieu de tout ça, je me suis rendu compte qu'au final, elles n'étaient pas toujours, voire rarement appliquées dans mon entreprise. Et pourquoi, d'après toi? Alors, je vais te donner un exemple. Alors, tu vois la ligne de code sur l'écran, là? C'est une pratique, Ouais. tu vois? Bon, c'est une pratique Ouais. très simple que tous les développeurs connaissent. Quand tu livres une correction de bug ou une nouvelle fonctionnalité, tu es censé laisser un commentaire qui explique ce que contient la livraison avec le numéro de ticket. Bon. De mon point de vue, je pense, et tout le monde sait, je pense que ça coûte quasiment rien à faire. Et je te promets que ça peut sauver des heures de boulot pour les autres et même pour soi, surtout en cas de régression. Alors, la plupart du temps, ben voilà ce qui se passe. Et il est où le commentaire? Ben, il y en a un, bon, effectivement, mais c'est peut-être un petit peu court. Alors, c'est un moment de paresse, l'envie d'aller plus vite, en se disant, bon, allez, Yann et moi, là, on se connaît, on le fera la prochaine fois. En fait, ces petits raccourcis, c'est des petits bouts de dette qu'on a un mal fou à corriger. Et en fait, même dans des entreprises avec le plus haut niveau d'exigence sur la qualité. Alors, qu'est-ce qui se passe, tu me diras, en open source? Et donc, par conséquent, en inner source. En fait, c'est juste impossible. Une contribution doit contenir une description claire et un numéro de ticket. C'est une des règles, par exemple, qui est vraiment immuable et que personne ne conteste. En fait, sans quoi la contribution sera tout simplement refusée et retournée à l'envoyeur. Ça fait partie des règles écrites dont je te parlais tout à l'heure. Alors, ces règles, chacun les accepte dans le contrat moral qu'il est lié au projet, si j'ai bien compris? Exactement. Et en fait, selon moi, il y a plusieurs raisons qui expliquent ce changement de mentalité. Parce que c'en est un, en fait. Pourquoi une personne prendrait l'initiative de partager son code en inner source, d'après toi? En fait, d'après moi, il y a plusieurs raisons. Je dirais, un, pour bénéficier de l'aide des autres contributeurs, pour résoudre une problématique qui éventuellement la dépasse, ou trois, parce que en fait, elle est fière de son travail et qu'elle a envie que ça se sache. Il s'agit de son code, voire de son équipe, mais donc elle est fière, donc elle ne va pas le partager à n'importe quelle condition, car elle n'a aucune envie, cette équipe, de voir son code partir en morceaux. Et donc, elle va protéger quelque part son code en les laissant libres d'accès. Tu me suis jusque-là? Ce que je comprends, c'est que le partage, oui, mais il est sous condition, c'est ça? C'est ça. Et la première condition, en fait, j'en ai déjà parlé, c'est de choisir un cadre légal définissant qui est autorisé à faire quoi. Alors, la seconde, elle consiste à préciser comment les modifications doivent être faites. C'est le cadre méthodologique.
Alors bien sûr, de tels cadres, ça existe, hein, on en trouvera un peu partout et on n'a pas attendu l'inner source pour ça, hein. Mais en inner source, c'est le développeur lui-même ou avec son équipe qui le détermine. Et en fait, quelque part, ça me rappelle le concept de host leadership de McKergo, hein. En fait, ça se résume à je t'invite chez moi, tu es le bienvenu, mais j'attends que tu te comportes comme je l'ai décidé. T'inquiète pas, je m'en souviendrai quand tu m'inviteras. J'espère bien. Alors, troisième étape, très important, blinder le code source. En le documentant, dans un projet un open source, tu trouveras toujours un fichier README qui te servira de point d'entrée. Et le plus efficace encore, c'est de barder le code de tests automatiques, de tests unitaires, de tests d'intégration. Alors pourquoi? Bon, précisément, hein, parce qu'on sait que c'est efficace dans une logique de déploiement continu et on ne peut pas se permettre de tester tout à la main à chaque nouvelle version au risque d'y passer tout son temps. Et la deuxième raison, elle concerne celles et ceux qui souhaiteraient modifier le code source sans connaître l'application depuis son origine. Les tests, ils sont très utiles pour ça, hein. D'une part, pour vérifier que ses propres modifications ne cassent pas l'existant, et d'autre part, comme tu le sais, les tests contribuent à définir le comportement d'une application comme le ferait une toute bonne spécification. Alors, si tout le code est testable automatiquement, c'est quand même beaucoup plus facile d'apporter des modifications sans rien casser, alors à condition, bien sûr, d'ajouter des tests automatiques sur les nouvelles pièces de code. Maintenant, la question est, pourquoi une personne qui contribuerait à un projet inner source prendrait le temps de faire ça, alors que dans les modes de fonctionnement plus classiques, je dirais, c'est moins le cas. Alors, on peut avancer une raison qui, à mon avis, est majeure, c'est le regard de l'autre. Alors, je vais te donner un exemple. Cette illustration, hein, elle est issue d'une de nos conventions. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Ce que je vois, enfin, ce que je comprends, c'est que la transparence signifie que tu es jugé par tes pairs, sous-entendu, pas par un manager. C'est ça? Exactement. Et le jugement par les pairs, c'est, je crois, reconnu pour être d'une grande efficacité. Sans compter que c'est aussi un facteur de motivation, hein. Effectivement, c'est intéressant. Maintenant que tu me le dis, ça me fait penser à Wikipédia. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je te parle de Wikipédia. Ce que je trouve remarquable avec Wikipédia, c'est l'homogénéité des articles, des pages, si tu préfères. Je pense que tu es allé, comme beaucoup d'entre nous, sur Wikipédia, tu as pu le constater. Toutes les pages ont la même structure. Et je trouve ça très appréciable quand je navigue d'une page à l'autre. Je m'y retrouve facilement, je trouve vite ce que je veux, je sais où chercher l'information. La question que je me suis posée il y a quelques temps, c'est comment Wikipédia s'y prend pour arriver à ces résultats, sachant qu'il y a plus de 50 millions, je crois, de pages dans toutes les langues, mais ne serait-ce que plusieurs millions en français. Alors, ce que j'ai découvert, c'est facile, il suffit de se plonger dans les pages Wikipédia, c'est que Wikipédia s'appuie sur une très large communauté de membres qui sont tous responsabilisés pour maintenir la qualité des pages. Donc, il n'y a pas une personne dédiée, c'est tout le monde est responsabilisé sur cette qualité. Et donc, pour un article publié, il y a en moyenne 4 fois plus de pages dédiées à la communauté. Donc, s'il y a 50 millions de pages d'articles, potentiellement, il y a plus de 200 millions actuellement de pages qui sont échangées pour l'animation de cette communauté. Donc, on va trouver dans ces 4 fois plus de pages, des pages pour décrire des règles, des recommandations, des conventions de style, des principes fondateurs, mais également des pages pour échanger entre contributeurs et pour gérer les conflits. Car comme partout, malheureusement, certaines personnes ne respectent pas les règles dans Wikipédia. Du coup, comme dans toute organisation, la question est comment gérer les gens qui ne respectent pas les règles. J'imagine que cette situation d'écart, on peut également la retrouver dans l'inner source. Oui, effectivement. Ça fait partie de la charte. Très bien. Alors, Wikipédia n'a pas les moyens financiers de mettre en place des outils de contrôle ou un fonctionnement de contrôle en payant des gens. Donc, ils ont misé sur la capacité de cette communauté à s'autogérer, à s'autocontrôler. Donc, quand un écart est constaté par un membre de la communauté, il a plusieurs choix. Soit
il intervient directement sur le résultat quand il s'agit d'un problème lié à un article, une faute d'orthographe, j'imagine, par exemple. Soit il lance une discussion pour tenter de résoudre le problème. La plupart du temps, ça marche. Prendre le cas d'une page qui ne devrait pas exister. Voilà. Je crée une page, mais elle est contraire à la charte. Pourquoi? Parce qu'en effet, il existe des règles très strictes qui encadrent la création de nouvelles pages. Par exemple, et tu m'en voudras pas, j'espère, je ne peux pas créer une page sur toi, Thomas, ou alors sous certaines conditions. Alors, ces conditions, quelles sont-elles? Elles stipulent que tu dois, toi, Thomas Froment, avoir fait l'objet d'au moins 2 publications dans des médias d'envergure, des journaux, par exemple, à échelle nationale, voire plus, et qui plus est à 2 années d'intervalle minimum. Comme je ne me souviens pas d'avoir lu d'articles sur toi dans Le Monde ou Les Échos, et encore moins dans l'équipe, ni vu de reportage sur France 2, France 3, TF1 et tout ce que tu voudras comme chaîne de télé, je ne suis pas censé créer une page au nom de Thomas Froment. Voilà, j'espère que tu m'en voudras pas. Non. Si je le fais malgré tout, parce que rien ne m'empêche de créer la page, techniquement, si je le fais malgré tout, ce sera scruté, analysé par les membres de la communauté Wikipédia, et je serai informé du problème. Alors, la suite, elle se fait souvent entre personnes intelligentes, sans nécessité d'en référer à un manager ou les ressources humaines ou je ne sais quelle autre organisation. Et cette capacité à corriger les erreurs, à s'auto-corriger, j'ai envie de dire, me semble être dans l'esprit de ce que tu décris dans l'Inner Source. Est-ce que tu es en phase avec ça? Ah non, tu as parfaitement raison. En fait, c'est exactement ce qui se passe en Inner Source. Ce sont les membres de la communauté qui contribuent à faire vivre la démarche. Rien ne les oblige à participer. Alors, bien évidemment, des situations problématiques menant potentiellement à des conflits peuvent se présenter, mais la force, c'est la communauté. La vie d'un père est considérée comme une garantie nécessaire et suffisante pour résoudre, je dirais, la quasi-totalité des situations, et ça permet à la communauté de continuer d'avancer sereinement. D'accord. Tu sais, plus jeune, je jouais du basson dans des orchestres symphoniques. Et d'après toi, qui j'écoutais en premier? Mon voisin d'orchestre ou un ami qui n'y connaît rien et qui voulait m'expliquer comment je dois m'y prendre? En fait, Certainement pas. en fait, je pense qu'il en est de même à chaque fois, hein, peu importe le métier qu'on exerce. Ouais, je ne joue pas du basson, mais bon, je pense avoir capté ton point de vue, effectivement. Alors, moi, je ne connaissais pas tous ces aspects sur Wikipédia, hein, et tu as raison, hein. Leur fonctionnement semble très proche de ce que j'ai pu observer ces 3 dernières années. Et au-delà du jugement par les pairs que tu évoquais comme principe de base pour l'autogestion, j'ajouterais un argument essentiel pour moi, c'est la motivation. Quand on est membre d'une communauté, comme celle que nous avons créée au sein de Thales, on est motivé à l'idée de rencontrer ses pairs. Et c'est un cercle vertueux, hein. On doit se montrer exemplaire de la même manière qu'on en attend autant de la part de nos collègues. Les personnes qui rejoignent un projet où tout est bien documenté, où des bonnes pratiques, les règles de codage sont mises en place et bien respectées, ces personnes, en général, ont naturellement envie d'en faire de même. Tu sais, c'est un peu comme si tu vas chez des amis, si c'est le bazar le plus total dans l'appartement, tu es quand même moins enclin à être très clean, à ramasser tes papiers, etc. Alors que si tout est nickel, tu vas te lever et tu vas peut-être même faire du ménage. Alors, en fait, ce comportement, il a été théorisé, hein, c'est le principe de la broken window. En français, c'est la fenêtre brisée. Alors, je cite Wikipédia, justement, c'est un édifice dont une vitre brisée n'est pas immédiatement remplacée, il y a de fortes chances que toutes les autres vitres soient cassées peu de temps après. Parce qu'en fait, la raison, c'est que la première vitre cassée laisse entendre que le bâtiment est abandonné, et ce qui constitue l'amorce d'un cercle vicieux. D'accord. Alors maintenant, j'ai un autre paramètre qui est favorisé par les collaborations ouvertes. Alors rappelle-toi, dans un projet open source, on constate généralement que les développeurs qui participent sont d'origine et de cultures très diverses. Alors, on parle souvent de la diversité comme un facteur d'innovation,
partant du principe que les cultures ou des points de vue différents viennent s'additionner et vont s'enrichir les uns les autres. Dans des projets multi-équipes, tels qu'ils sont organisés en mineur, le succès du projet, il repose sur la confiance entre les membres d'une ou plusieurs équipes qui ne se connaissent pas forcément et surtout qui ne se côtoient pas physiquement. Alors là-dessus, là, j'ai bien conscience que ça va un peu à l'encontre du manifeste agile où on va recommander plutôt d'avoir des équipes colocalisées. Oui, c'est vrai qu'en agile, je dis peut-être à tort, hein, mais la colocalisation est vue comme un moyen pour amener les équipes à plus de coopération et de collaboration, même à mieux s'auto-organiser. Oui, et là, en inner source, la délocalisation est un principe de base. Ça en fait même un argument en faveur de la qualité. Alors, imagine un développeur qui apporte une nouvelle fonctionnalité à son application. Il va déposer son code peut-être tous les soirs, là, en sachant qu'un autre développeur dans une autre entité du groupe, aux États-Unis, en Inde ou en Corrèze, va prendre la suite. Dans son environnement, les tests unitaires, la petite doc, tu sais, le fameux README, tout ceci, c'est incontournable. Si tu ne le fais pas, ton collègue indien, il ne pourra pas venir te taper sur l'épaule ou te contacter sur Slack à 4 heures du matin, heure française. Et puis pour le corrézien, même pour lui, il faudra qu'il prenne le train à Brive. Et j'ai vérifié, je crois, il en a pour 4h31 minimum pour aller à Paris. Donc, pas simple. Puis surtout pas très efficace pour la réactivité. Donc, en fait, la communication asynchrone, ça devient un mode de fonctionnement plus naturellement. Et sur ce point, là, je te fais part de mon retour d'expérience, c'est du vécu. Et la bonne nouvelle, c'est que ce fonctionnement à distance, bon, par les temps qui courent, c'est dans l'air du temps et de manière quasi incontournable. Ok, donc en résumé, l'inner source facilite l'alignement et la collaboration que j'évoquais en termes de difficulté au titre de l'agilité à l'échelle. C'est ça? C'est ça. Ouais. Qu'en est-il de l'organisation des équipes en inner source? Tu viens un peu de l'évoquer, mais j'aimerais avoir plus de détails si tu veux bien. Alors, le fonctionnement entre équipes, il évolue, mais il ne faut pas oublier un point important, c'est qu'à la différence de l'open source, il n'est pas possible de s'affranchir totalement de l'organisation et de l'entreprise. Certes, on dit que l'inner source, c'est de l'open source entre les murs de la société, mais on ne peut pas exclure du coup le mode d'organisation hiérarchique, les services transverses comme les achats, les ressources humaines, le juridique, la qualité, etc. Donc il y aura toujours un lien probablement de dépendance entre les personnes et les projets dont il faudra tenir compte. Mais oui, le mode de fonctionnement entre équipes change et leur façon d'interagir change. Et d'ailleurs, ça me rappelle une vidéo qui parlait de couplage faible entre équipes. Tu vois de quoi je parle, Thierry? Oh, je pense que tu fais référence à la vidéo d'Henrik Nyberg sur Spotify. Exactement. Et c'est là où il parle de deux équipes qui travaillent en même temps sur le même composant. Ouais, c'est celle-là, ouais. Je peux t'en dire deux mots. Enfin, Henrik Nyberg avait intitulé ce concept Internal Open Source Model. Et donc, le principe est le suivant. Donc, l'équipe 2 sur le schéma est le dépositaire du module B, pour ne pas dire owner ou propriétaire. C'est elle, en temps normal, qui fait évoluer le module en fonction de ses besoins propres ou ceux des autres équipes. À l'instant T, à l'instant présent, l'équipe 1 a besoin de faire évoluer le module et elle s'adresse pour cela à l'équipe 2. Malheureusement, l'équipe 2 n'a pas le temps matériellement de faire la modification pour le compte de l'équipe 1. Donc, du coup, ce qui se passe, l'équipe 1 va se lancer dans les développements tout en respectant bien évidemment les règles méthodologiques appliquées par l'équipe 2. Une fois les modifications terminées et avant de livrer le résultat en production, l'équipe 1 va solliciter l'équipe 2, par exemple pour faire une revue de code, ce qui permettra de la mettre au courant des évolutions apportées. Et comme ça, elle se mettra à jour. C'est ce que Nyberg a appelé le couplage faible entre équipes. Et ce mode de fonctionnement est très intéressant car il ne nécessite pas
nécessite pas de travaux préparatoires en amont pour planifier les interventions. Cela se traduit quand le besoin se présente et en total respect du rôle de chacun, alors qu'en temps normal, il aurait fallu attendre plusieurs sprints, peut-être beaucoup plus d'ailleurs, pour avoir de la disponibilité de l'équipe 2. Et ça, on est d'accord que le fait d'attendre, ce n'est pas très agile. Ouais, en effet. Et note que dans l'exemple que tu viens de citer, l'équipe 2 n'est pas à proprement parler propriétaire de son code. Bon, si c'était le cas, on reviendrait pratiquement 20 ans en arrière, à l'époque où chaque développeur était unique responsable de son propre code, avec les dérives que l'on connaît. Quand un développeur quittait le projet, il emmenait avec lui la connaissance. Par ailleurs, l'aide entre développeurs n'était pas aussi évidente qu'aujourd'hui. Je pense que la raison est simple, c'est que pourquoi passer du temps pour aider quelqu'un sur son code quand dans le même temps le mien n'avance plus? C'est une question qu'on entend souvent. Et tout ça pour dire que le modèle qui est décrit par Henrik Nyberg, chaque développeur, chaque équipe de développement n'est plus que le dépositaire du code. Et par conséquent, tout le monde devient le propriétaire de tout le code. Et ça ne te rappelle pas une pratique de XP? Je crois que c'est le Collective Code Ownership. J'ai presque envie de dire que c'est ma pratique préférée dans XP, peut-être la plus difficile, effectivement. Donc, c'est une des 13 pratiques d'Extreme Programming. Pas la plus simple à mettre en œuvre, selon moi. Autant tu prends le pair programming, ça ne demande pas plus de 5 minutes pour découvrir et commencer à pratiquer. Autant le Collective Code Ownership, ça prend des mois, voire des années pour y arriver. Voilà. Si je comprends bien ce que tu viens de m'expliquer, tu es en train de me dire qu'avec une logique inner source, on favorise le partage et l'appropriation du code par un plus grand nombre. C'est cela? Exactement. Qui revient à dire que l'on déploie de l'agilité plus largement, sous-entendu à l'échelle. C'est ça ta conclusion? Oui, c'est ce que je sous-entends. D'accord. Alors, si on voudrait avoir une vue complète du panorama, j'ai une question supplémentaire pour toi. Quid des managers dans ce contexte? Quid de la culture d'entreprise? Quid du choc culturel que cela représente? Alors, je ne vais pas prétendre que le comportement des managers change de manière significative sous prétexte d'une démarche inner source. En revanche, leur implication, et en particulier le top management, est déterminante pour l'avenir et la pérennité de la démarche. Chez Thales, nous avons 3 boards au titre de la gouvernance, et l'un des boards, ou si tu préfères le comité, s'appelle le Strategic Board. Cette instance, elle a pour but d'aligner la démarche inner source avec la stratégie de l'entreprise. Il y a des membres du comité exécutif de Thales qui y siègent. Et leur présence est importante parce qu'elle nous assure un mandat pour notre démarche. Et sans ce mandat, difficile de convaincre un manager que ses collaborateurs doivent libérer ne serait-ce qu'un peu de temps pour travailler sur d'autres projets que les siens. C'est un peu à la manière de Google avec ses fameux 20%. Oui, mais d'après toi, tu penses que c'est suffisant? Non, bien sûr. Pour moi, l'application des membres du COMEX, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. D'accord. Concernant la culture d'entreprise, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Là, peut-être vaut mieux compter sur l'alignement des planètes. Non, mais plus sérieusement, je me souviens d'une formation sur le change management, où la question était comment faire boire un âne qui n'a pas soif? Réponse, tu trouves un autre âne qui a soif et tu l'amènes à l'abreuvoir. Il y a de fortes chances que le premier rejoindra le second pour boire. Bon, l'image est un peu rude, mais elle a du sens. Manager engagé dans la démarche a de bonnes chances d'inciter ses collègues à faire de même. D'accord, donc ça veut dire rechercher d'abord ses alliés pour essayer de convaincre les autres. Je te remercie pour toutes ces précisions sur comment ça fonctionne, comment vous êtes organisé. À l'heure d'aujourd'hui, donc on est à quelques semaines de l'élection présidentielle américaine. Vous en êtes où chez Thales? Alors, aujourd'hui, la communauté se développe rapidement. Nous avons aujourd'hui des projets dans toutes les unités du groupe, dans le monde entier.
et la communauté est très active, hein, ça témoigne quand même de la bonne santé de la démarche. En vrai, tout ce que nous avions imaginé il y a 3 ans et demi est en place. Des événements, de la promotion, des projets, une instance de membres élus, hein, qui compte des experts qui sont prêts à jouer le rôle de mentor pour aider les autres projets à démarrer. Et d'ailleurs, ce sont ces experts qui nous aident à définir la roadmap pour améliorer en continu notre gouvernance et notre outillage collaboratif. Donc, en résumé, hein, ça bouge, c'est loin d'être gagné, mais les choses sont enclenchées. D'accord. Vous avez réfléchi à la manière dont vous pourriez mesurer l'efficacité et la pertinence de votre démarche InnerSource? Alors, sur ce point, je pense que le plus simple, c'est de s'inspirer, là encore, du monde open source. Dans le monde open source, issu de la fondation Linux, il y a ce qu'on appelle les Chaos Metrics, et je les recommande pour tous ceux qui veulent évaluer la santé d'une communauté ou d'un projet. Hein, on mesure comme ça des niveaux d'engagement, la maturité des projets, en comptabilisant les contributions, le nombre de forks, mais aussi on cherche à gamifier, hein, nous, ces métriques pour encourager les acteurs des projets à participer et à réutiliser encore plus. Par exemple, en publiant les top projets du mois ou ceux qui impliquent le plus d'entités, etc. Et en fait, ça nous permet d'évaluer des interactions qui s'affranchissent des silos de l'entreprise. D'accord. La démarche agile, alors si je me souviens bien, chez Thales, ça a été inscrite au plan de transformation de l'entreprise dès 2012. Et quant à l'InnerSource, tu nous disais, à partir de janvier 2017. Comment tu évalues ou tu compares en fait ces deux axes de transformation? Le plan de transformation agile, il a été organisé de manière top-down, hein. Il a permis à beaucoup de projets de découvrir des pratiques agiles, le plus souvent issues de Scrum et XP. Mais en fait, on se heurte souvent à l'organisation en place pour déployer dans de bonnes conditions. L'absence de mandat et de sponsors à haut niveau est peut-être une partie de l'explication. Bon, à l'inverse, InnerSource, ça se diffuse plus aujourd'hui en mode bottom-up, hein. Ça permet de monter des projets collaboratifs où des acteurs viennent de toutes les entités. Et ça, c'est le point très positif. Et puis, je vois aussi un intérêt supplémentaire à l'InnerSource, hein, si je compare à l'agilité, c'est une capacité de s'affranchir des silos de l'entreprise et en retour d'appliquer des bonnes pratiques dans des organisations agiles. Alors, un atout, cependant, pour l'agilité à l'échelle, c'est que l'agilité à l'échelle ne concerne pas uniquement des activités dans le domaine logiciel, hein, ce qui est quand même plus le cas de l'InnerSource. Mais en fait, c'est pas complètement vrai, parce qu'en fait, aujourd'hui, on travaille à l'élargissement de la démarche InnerSource afin d'inclure d'autres problématiques, notamment celle du partage de data et de matériel, de hardware. Et ces deux nouvelles initiatives, elles nécessitent d'adapter nos manières de faire sur les aspects légaux, sur les outils et le changement de culture, hein, sur les 3 axes. Finalement, en conclusion, quel est ton bilan dans la promotion de l'agilité à l'échelle dans Thales grâce à l'InnerSource? Selon moi, si je compare l'impact, hein, que j'avais sur le déploiement de l'agilité lorsque j'étais coach agile et celui que j'ai aujourd'hui en tant que community manager, en fait, j'ai vraiment le sentiment qu'on a fait un grand pas en avant et avec l'InnerSource. Et le mouvement, pour moi, il est lancé. Et en fait, c'est pour ça que je tenais à en parler Agile en scène avec toi aujourd'hui. Les critères de succès, je crois que tu les as évoqués tout à l'heure, mais les critères de succès que vous étiez fixés, est-ce qu'ils sont atteints? Alors on en avait un très important quand on a commencé, hein. À l'époque, on travaillait avec Gaël Blondel, qui était le directeur de la fondation Eclipse en Europe. Hein. Et il m'avait dit, Thomas, ton initiative sera un succès le jour où tu auras réussi à faire acheter de la bière floquée de Thales pour vos événements. Eh bien, tu sais quoi? On l'a fait. Et d'ailleurs, quand j'ai montré la commande au contrôleur de gestion, je crois qu'il a failli s'évanouir. Quant à ma famille, quand elle a vu la palette arriver devant la maison, ils m'ont demandé, mais papa, c'est quoi ton métier chez Thales? Et community manager, InnerSource. Écoute, merci Thomas, à ta santé donc, mais bien évidemment avec modération.
Merci, à la tienne. Et s'il y a des questions, nous serons ravis de tenter d'y répondre. Juste avant de passer aux questions, voilà un slide avec quelques liens qui peuvent être utiles pour ceux qui découvrent l'InnerSource ou qui ont envie de creuser un petit peu plus l'InnerSource. Voilà, et nous vous remercions. Alors Thomas, si on regarde les questions, alors déjà il y a une première remarque des auditeurs au sujet de la sérendipité qui nous précise que la sérendipité a permis également de trouver la pénicilline, la tarte tatin, les cornflakes et possiblement le micro-ondes. Bon. Ouais. Je crois même le tiramisu aussi d'ailleurs. On a appris quelque chose. Alors première question d'Olivier, je pense qu'elle s'était adressée. Est-ce que vous utilisez des ressources open source? Et si oui, comment contribuez-vous à l'open source? Alors, je pense que comme toute personne qui fait du logiciel, l'usage de l'open source est évidemment très répandu chez Thales. Par contre, il n'y a pas une grande habitude, une grande culture de reverser ce que l'on fait, d'être un acteur vraiment moteur sur des gros projets open source, même s'il y a quelques projets où Thales est quand même très actif. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui. Il commence à y avoir justement une stratégie de Thales d'investir plus dans le monde open source, y compris en tant que contributeur. D'accord. Alors, une question maintenant de Quam. Il demande quel comportement à avoir quand on attend la contribution d'une équipe qui tarde à apporter sa version. Alors ça, je pense que c'est un petit peu ce qu'on a illustré avec le cas de la vidéo d'Henrik Nyberg, hein, où finalement, quand quelqu'un attend la contribution d'une autre, ben, justement, il n'est pas obligé d'attendre. Il peut s'approprier le code, faire sa propre version, et c'est justement ça qu'on entend par du fonctionnement, par du loose coupling organisationnel entre les équipes. Et plus tard, effectivement, donc voilà, c'est quelque chose qui est justement instauré dans la pratique, qui permet d'apporter cette souplesse. On n'est pas obligé d'attendre et on peut reporter à plus tard, évidemment. À un moment donné, il faudra se rassembler, respecter les règles des équipes de part et d'autre, enfin, en tout cas, en l'occurrence de l'équipe qui était le détenteur du code qui est partagé. Mais c'est comme ça que ça va être géré dans des projets en InnerSource. Je pense que les questions suivantes vont être adressées également. Une question de Geoffroy qui demande si le contenu de la charte et de la licence InnerSource Thales sont en open source elles-mêmes. Alors non, aujourd'hui ce contenu il est pas partageable. Alors on est en inner, on n'est pas en open source, on garde justement un côté comme ça où ça va rester interne, quoique pas complètement en réalité, parce que est en train de se créer un groupe de travail interentreprise de plusieurs grandes entreprises en France, mais aussi à l'international, avec différentes grandes entreprises françaises, et pour ce qui est du GIE français. Et dans ce cadre-là, on partage en point à point notamment nos travaux et nos éléments comme la charte ou nos problématiques légales. Donc on le fait, mais entre entreprises qui pratiquent de l'InnerSource. D'accord. Alors, question d'Olivier à nouveau. Au-delà des règles de contribution décidées par les équipes, est-ce que vous en tirez des guidelines au niveau de l'entreprise? Oui, alors ça c'est exactement... Il y a de la spécificité, comme je disais, à chaque projet. Hein. C'est chaque équipe qui va définir ses propres règles, mais c'est vrai qu'il y a quand même bien souvent, même si chaque projet est différent, des bonnes pratiques. Et c'est là où la communauté va jouer son rôle. C'est-à-dire que la communauté sert à capitaliser des bonnes pratiques ou des pratiques faites par d'autres, ce qui permet que quand un nouveau projet va arriver,
s'il ressemble, si ses caractéristiques en termes d'architecture, en termes d'organisation sont similaires à d'autres projets, il va pouvoir consulter ce qu'ont fait d'autres équipes dans des cas similaires à eux. Donc oui, là c'est vraiment même un des objectifs principaux de la communauté. Donc pour ça, on a un outil un peu dédié de type wiki qui permet d'enregistrer, de capitaliser sur ces pratiques. Alors du wiki, on arrive à la communauté. Une question, donc, comment animer la communauté et au travers de quel type d'événements? Par exemple, par où commencer si on veut commencer à créer ce type de communauté? Alors, par où commencer? Justement, hein, quand on a commencé au tout début de l'initiative, déjà, ça a consisté à charger une personne à plein temps, en l'occurrence moi, de s'occuper de l'organisation, de la mise en place de la communauté. Et après, les événements, après, ça devient du travail de community manager, c'est-à-dire c'est de la promotion, hein, faire connaître l'initiative, parce qu'à l'échelle d'un groupe comme Thales, où il y a quand même 85 000 employés, c'est pas si simple déjà, mais rien que de faire que les gens sachent que ça existe. Et puis au-delà de ça, il faut faire la promotion des projets, hein, des projets qui commencent à la rejoindre pour pareil, pour savoir qu'il y avait effectivement peut-être quelque chose à utiliser quelque part ailleurs. Et après, en termes d'événements, c'était un petit peu illustré là sur le slide, sur le statut. On fait des hackathons, des webinars, tout ce qui permet de créer du lien, même si en ce moment on fait plutôt du lien virtuel, mais on fait du lien entre les experts et entre toutes les personnes intéressées par le travail collaboratif dans Thales, parce que c'est comme ça ça doit se construire, quoi. Mais tout ça, ça demande des moyens, hein, mine de rien, au-delà du temps du community manager, qui est déjà un investissement en soi, c'est aussi des moyens, parce qu'organiser un hackathon, y compris à l'international, c'est des moyens conséquents à mettre en place, quoi. Je crois que quand on a préparé cette présentation, tu me disais qu'il y avait une convention annuelle qui allait avoir lieu en novembre, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Là, on a fait une e-convention à venir. D'ailleurs, c'est une convention où on invite une dizaine de projets à venir présenter. On invite le top management. On fait des ateliers aussi pour travailler avec les membres les plus actifs, avec les promoteurs, pour réfléchir à comment améliorer notamment ce qu'on appelle la stack, hein, l'environnement technique et collaboratif. Et puis on invite aussi des externes, d'autres entreprises qui, comme nous, ont démarré des démarches similaires. Ça motive aussi la communauté de voir qu'on n'est pas seul, de voir qu'il y a des gens qui ont les mêmes problématiques que nous ailleurs que dans Thales. Alors, on est dans les dernières questions. Nadjet demande comment pourrait-on appliquer ce concept d'inner source dans une organisation, mais en dehors du développement logiciel? Oui, alors c'est une bonne question. On l'a mentionné un tout petit peu dans notre présentation. Aujourd'hui, en fait, ces pratiques, déjà avec les moyens dont on dispose, elles commencent à être utilisées pour d'autres usages que du développement logiciel, par exemple pour partager des docs. Mais au-delà de ça, nous, on cherche en ce moment, on travaille à ce qu'on appellerait peut-être l'inner data, hein, c'est qui permet de faire du partage de données. Et là, les problématiques, que ce soit en termes de cadre juridique ou en termes d'outils, sont pas les mêmes. Autant la communauté, autant les pratiques vont être assez similaires, hein, on peut s'inspirer des pratiques, autant l'outil, typiquement, ça va plutôt être un data lake, et puis le cadre juridique ne va pas être le même. Et de la même manière pour du partage de hardware, puisque en fait, Thales est une société qui fait des systèmes, des gros systèmes souvent, qui impliquent aussi bien du logiciel, du hardware que du système. Donc là, on a aussi cette problématique des temps de hardware. Après, appliquer à d'autres organisations qui ne seraient pas du tout dans le domaine de l'ingénierie, c'est plus délicat. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Moi, ça me parle dans le contexte de Renault, au niveau de la data, effectivement. On aura peut-être l'occasion d'en reparler ultérieurement.
Encore 2 questions. Alors, donc l'avant-dernière, est-ce que la contribution des développeurs, je pense que les développeurs qui sont dans Inner Source, est valorisée par l'entreprise, et notamment au niveau des ressources humaines? Alors ça fait partie des choses qu'on continue de pousser et qui est pas simple à obtenir, hein, dans une entreprise, même si dans notre, dans les membres de notre strategic board là, il y a un responsable des ressources humaines. C'est quand même quelque chose qui est pas facile parce qu'on aimerait, par exemple, que les gens qui ont été élus, là je parlais de membres élus qui ont été reconnus par leurs pairs comme les meilleurs contributeurs, on aimerait que ça les aide à évoluer dans leur progression de carrière et dans leur reconnaissance de leur expertise. Donc c'est quelque chose qu'on cherche à pousser, mais qui aujourd'hui n'est pas complètement acquis. D'accord. Et dernière question de Thierry, donc, qui est clairement pour toi. Et il écrit: Thomas, est-ce que tu peux me garder une bouteille de bière, s'il te plaît? Alors, il m'en reste une. Il m'en reste plusieurs en fait. Donc, à la tienne, Thierry. Je la Tu me la mets au frais? garde précieusement pour toi. J'y compte bien. Merci Thomas. Merci Thierry.